Lokola combattant na collabo nani azana raison nani azana tort Zambe na likolo alibisa biso je ne sais pas. En 2011, on a décidé, parce que nous étions déjà des activistes depuis très longtemps, on a décidé de lancer un mouvement qui est devenu un mouvement planétaire au niveau de la diaspora. Sachez déjà que dans notre communauté, nous avons une diaspora d'à peu près 8 millions de Congolais à l'extérieur du pays. En Europe, en Amérique, en Asie, un peu partout. Nous sommes l'une des diasporas les plus grandes, africaines les plus énormes à l'extérieur du pays. Et n'étant pas capable d'influer directement la politique à l'intérieur, nous avons soutenu un candidat qui, lui, a réellement été élu. Je ne sais pas si vous avez suivi un peu, vous savez qu'il a réellement été élu. Et nous avons décidé, pour l'accompagner, d'abord de boycotter tout ce qui faisait que les Congolais n'avaient pas la tête à s'occuper des problèmes sérieux qui concernaient notre pays. Depuis 1945, il n'y a pas un pays qui a perdu autant de vies humaines que la République démocratique du Congo. 8 millions de morts à ce jour, et tout ça à cause de la malédiction congolaise, on va dire, des richesses du Congo, le coltan, envié par nos voisins et la complicité des népotistes qui sont à la tête du pays depuis maintenant plus d'une douzaine d'années. Donc, la personne de notre président, que nous estimons président élu congolais, a décidé d'aller aux élections, nous l'avons soutenu, et nous, à l'extérieur, nous avons interdit tout concert, tout ce qui était entertainment, amusement chez les Congolais, surtout que les musiciens, la musique au Congo, c'est la colonne vertébrale de la culture congolaise. C'est par ça que les politiciens passent pour atteindre la masse populaire. Donc, nous avons coupé vraiment l'herbe sous les pieds. Depuis 3 ans, il n'y a plus aucun concert congolais, ni en France, ni en Belgique, ni à Londres, ni au Canada, ni en Australie, ni nulle part. La deuxième phase, ça a été d'interdire purement et tout simplement toutes les personnes qui étaient du pouvoir de pouvoir faire un meeting ou de pouvoir même se promener en Europe. Ça ne se fait plus. Voilà. Seul l'exécutif peut encore, grâce aux services français, se déplacer de service en service, mais avec une sécurité qui leur coûte bonbon. Mais ils ne peuvent plus, comme ils faisaient avant, venir se promener sur les Champs-Élysées, acheter des Winston, 50 000 € et compagnie. Donc, depuis 3 ans, cette action a eu pour effet de déranger, véritablement déranger. Il y a eu aussi quelques dérapages, moi j'appellerais comme ça, où le président du Parlement, je ne sais pas si vous savez, Ken Wadondo, lui a été adressé à la gare du Nord, parce qu'on a considéré, il y a eu une grande partie de la population qui l'ont suivi, et lorsqu'il y a eu la déclaration de la victoire de Joseph, il s'est rendu du côté de Joseph. C'est qu'il y a eu pour effet de nuire à son image. Voilà pourquoi il a été touché comment ça s'appelle à Paris. Et maintenant nous sommes en train de travailler sur la deuxième phase. La deuxième phase, c'est empêcher la révision constitutionnelle. Ça c'est vraiment parce qu'à l'heure actuelle... L'enjeu, c'est la limitation des mandats. Le mandat est limité à 2 mandats déjà. Il entame son 2e mandat. C'est la 2e année, là on commence la 3e année. C'est-à-dire que son 2e mandat se termine en 2016. Nous sommes déjà en 2013. Et il semblerait... C'est un mandat de 6 ans. De 5 ans. 5 ans. Voilà. Il semblerait déjà qu'il y ait des tracasseries et que depuis par exemple 2 mois, les députés demandent qu'on leur double leur salaire. Qu'on leur double leur salaire. Et pour la simple et unique raison, c'est que dans le couloir, on leur dit déjà, préparez-vous à une révision constitutionnelle. Il faudra voter dans le sens de la révision constitutionnelle. Pour supprimer la limitation des mandats. Tout à fait, tout à fait. Et comme ils ne veulent plus faire comme il y a quelques années, où ils avaient tous reçu de l'argent, une somme estimée entre 20 à 50 000 € pour changer, parce que la constitution a déjà été changée en 2011. On avait 2 tours aux élections. Maintenant, on se retrouve avec un seul tour. Et maintenant, ils veulent changer la constitution. Donc, ils veulent qu'on double leur salaire,
sur les 4 dernières années, histoire qu'ils gagnent un peu plus. Et là, je pense que si on double leur salaire, ils vont effectivement voter. Et là, nous sommes véritablement en train de se battre contre ça. Et je pense qu'il y aura énormément d'actions. Nous avons aujourd'hui l'importance qu'a la diaspora congolaise à l'extérieur, parce que lorsque nous avons commencé à marcher et à manifester à l'extérieur, nous avons vu un balai d'ambassadeurs occidentaux. Je ne sais pas si vous avez vu ces images-là, une quarantaine d'ambassadeurs venir chez l'opposant, qui n'avaient pas le pouvoir, qui n'étaient pas aux affaires, venir chez l'opposant et demander au président, au Sphinx de l'Unité, Étienne Tshisekedi, d'appeler l'extérieur et que les choses se calment. Parce qu'il y a eu des débordements à l'extérieur. Nous avons fait ce que nous devions faire. Comme chez à Matongé. Hein? Comme à Matongé. Voilà, comme à Matongé. Nous avons fait ce que nous devons faire. Et ceux qui, eux, ils aiment bien quand ça se passe à l'extérieur. Quand ça se passe en Afrique, ça va. Mais lorsque ça commence à déranger directement leurs intérêts à l'intérieur de leur pays, ça dérange. Il y a même Hillary Clinton qui s'est déplacé en personne pour aller voir le vieux et lui dire que non, dites à vos partisans que les choses se passent bien, parce que le mot d'ordre, ce que nous faisions à l'extérieur, si elle avait été récupérée à l'intérieur, l'histoire serait autrement aujourd'hui. Mais je pense que les États-Unis, particulièrement les Américains, ont réussi à convaincre le président de faire un appel au calme. Voilà, de faire un appel au calme, ce qui ne nous a pas plu à nous. Mais comme il a l'expérience, donc il a choisi de le faire. Résultat, depuis 2 ans, nous sommes en train de courir un peu. Il nous demande à nous autres, ce qu'on appelle les combattants, la jeunesse qui est en train de s'organiser, de continuer à être des groupes de pression, de continuer à être une force politique de proposition, parce que nous avons nos aînés qui sont en place, qui ne proposent rien, ils n'ont pas de proposition. Sur aucun sujet, ils ne proposent rien. Ils se contentent d'expliquer les problèmes, ils ne les résolvent pas. Les problèmes sont expliqués. On vous explique pourquoi ça ne marche pas. On vous explique comment ça ne marche pas. On ne vous explique pas comment résoudre les problèmes. Comment ça devrait marcher. Comment ça devrait marcher. Et c'est le véritable problème que nous avons avec cette classe politique. Donc nous arrivons là-dedans, mais complètement sans complexe. Aucun. Nous n'avons absolument aucun complexe. Nous avons l'envie et le besoin de servir la nation. Et nous travaillons dans cet état d'esprit et nous donnons à 250% pour que les choses bougent. Et les choses bougent lentement, doucement, mais elles sont en train de bouger. Et si on n'était pas là, je pense que la Constitution aurait déjà été changée depuis très longtemps et un certain nombre de choses auraient déjà été faites. À côté de ça, nous avons la guerre à l'Est avec le M23 et le Rwanda. Nous avons certains parmi nous qui avaient sorti un petit peu la tête ont été achetés, on va dire les choses comme ça, ont été achetés pour donner de la crédibilité au M23. Ils sont passés de l'autre côté, malheureusement pour nous. Pour ma part, nous sommes derrière le président élu et nous pensons, vu les griefs que nous avons avec le Rwanda, vu les nombres de morts et ce génocide silencieux que le peuple congolais a subi, nous ne pouvons pas nous adhérer au M23, sachant que le soutien réel du M23 c'est le Rwanda, comme vous le savez. Voilà. Et puis bon. Adhérer, il veut dire adhérer au M23, c'est-à-dire que reconnaître le M23. Reconnaître le M23 et puis surtout reconnaître, être sous la coupe de Paul Kagame. Effectivement, le patron du M23, le vrai patron du M23, c'est Paul Kagame. Personne d'autre. Le M23, c'est un mouvement, c'est pas un parti politique qui a décidé de prendre les armes. C'est un mouvement qui a décidé de prendre les armes, qui les avait déjà. Parce qu'en fait, le M23, ce n'est que la continuité du CNDP. Lorsque les Rwandais sont arrivés, Kabila le père est arrivé avec l'AFDL. L'AFDL se sont installés. James Kabarebe est devenu ministre des Affaires
ministre de la Défense au Congo, alors qu'il est rwandais. C'est le même qui est devenu quelques années plus tard ministre de la Défense au Rwanda jusqu'aujourd'hui. Ils ont créé une cellule pour protéger dans le nord Kivu et un peu dans le sud Kivu leur secteur d'influence qu'ils considèrent comme être le Rwanda. Pourquoi? Parce que ce sont des zones minières. N'oublions pas que le Congo, nous possédons 80% de coltan. Le coltan, c'est grâce à ça que vous faites les portables et tout ça. Donc c'est 80% au Congo. Donc les enjeux sont immenses. Apple, Samsung, tout ça, tous, c'est au Congo. Donc notre souffrance, en réalité, c'est parce que il y a tous ces gens-là. Voilà, sans compter. Et ça se passe devant les forces des Nations Unies. On apprendra même qu'il y a des avions de l'ONU où l'on charge des castérites à l'intérieur qui transportent du coltan pour aller dans des destinations inconnues. Vous voyez ce que je veux dire? Donc tout ce bordel favorise les viols, les assassinats et compagnie. Nous luttons contre ça, nous luttons véritablement pour stopper ça. Et nous pensons que le commerce du coltan doit être doit avoir comment ça s'appelle des garde-fous. On ne peut pas, ça ne peut pas rester un no man's land. On doit véritablement, l'État congolais doit s'occuper de ce commerce-là, doit légaliser ça, et nous sommes ouverts pour travailler avec n'importe quel partenaire. Mais on peut vendre, travailler dans la paix. Vous, en tant que parti politique, si vous êtes au pouvoir, si vous exercez effectivement le pouvoir, ce qui n'est pas le cas maintenant. Tout à fait. Alors, comment comptez-vous vous battre, rendre effectif ce pouvoir que vous revendiquez, que M. Tshisekedi a obtenu à l'issue des urnes? Est-ce que, parce qu'aujourd'hui, il se déclare toujours président de la République, élu, bon, mais en fait, il n'exerce pas effectivement le pouvoir. Parce que le pouvoir, c'est aussi les forces armées, c'est le palais présidentiel, il y a un certain nombre d'attributs du pouvoir qui est entre les mains du président candidat. Est-ce que ce combat-là, vous continuez à le mener pour que le pouvoir vous soit restitué, bien vous préparez pour la prochaine élection? Réellement, entre les deux, quelle est la nuance, quelle est la... De manière, on va dire, purement, je dirais pas idéologique, mais presque, nous avons gagné. Nous ne pouvons pas aller à l'encontre de ça, c'est un fait. Nous avons gagné et nous revendiquons notre victoire. Maintenant, nous nous donnons les moyens, tous les jours, pour l'obtenir, cette victoire, pour qu'elle soit effective au quotidien. Voilà. C'est-à-dire que nous ne sommes pas simplement en train de gueuler, donnez-nous le pouvoir, nous savons que le pouvoir s'arrache. Le président a décidé de suivre une voie qui est la sienne, celle de la non-violence. Jusqu'à présent, c'est pour ça qu'il est encore reçu par les François Hollande et autres. Voilà. C'est pour ça qu'il a encore le crédit, entre parenthèses, de la population. Parce qu'il a opté pour la non-violence. Parce qu'il a opté pour la non-violence. Mais en contrepartie aussi, le pouvoir se conquiert, il s'arrache. Il ne peut pas le revendiquer comme ça, mais bon, et pour avoir la crédibilité au niveau de la communauté internationale, il estime que la meilleure attitude, c'est celle de la non-violence. Entre cette attitude de non-violence et la reconnaissance du pouvoir de Kabila, il y a bien sûr une ligne, mais elle devient étroite. Je me mets à la place des Occidentaux, je sais un peu comment ils fonctionnent. Ils n'ont pas choisi Kabila parce qu'ils ont choisi Kabila. Ils ont choisi Kabila par rapport au rapport de force en présence. Ils travailleront toujours avec le plus fort. Oui. Voilà. Maintenant, est-ce que nous sommes prêts à vendre notre âme au diable pour arriver? Tous les despotes terminent toujours. Ce pouvoir est nos challenges, il va tomber. Il tombera. Tôt ou tard, il va tomber. Il est impopulaire à l'intérieur, il est impopulaire à l'extérieur, comme jamais ne l'a été un président africain. Il est combattu de tous les côtés et il a déçu un certain nombre de partenaires, aussi bien internes qu'externes. Nous le savons, nous avons rencontré des partenaires économiques à l'extérieur du Congo qui nous disent, c'est du jamais, on ne comprend pas. Ils ne comprennent pas. J'ai lu beaucoup de papiers. Vous comprenez ce que je veux dire?
Et tout ça, c'est notre force. C'est notre force. Aujourd'hui, décider de suivre, de faire la même chose que le M23, décider de prendre les armes, ça voudrait dire que nous rentrons dans un cycle, le même où nous faisons perdurer ce cycle qui a commencé depuis 1960, depuis la mort de Lumumba. C'est des armes en armes, des systèmes armés qui viennent, etc. Et le pays est dans la situation dans laquelle il est à cause de ça. Si nous arrivons une seule fois, nous n'avons pas besoin de le faire 10 fois, une seule fois, à imposer un système démocratique à l'intérieur de notre pays, nous le faisons pour la vie. Parce que lorsque le peuple congolais aurait réellement goûté à ça, c'est terminé. Plus personne ne prendra les armes pour prendre le pouvoir. Parce que c'est ça c'est lorsqu'ils prennent les armes qu'il y a les Congolais qui meurent. Lorsqu'ils prennent les armes, c'est là où on viole les Congolais. Lorsqu'ils prennent les armes, c'est là qu'ils détruisent les Congolais. Nous ne pouvons pas reconstruire un pays en se disant qu'il va peut-être avoir une rébellion, qui va être financée par tel groupe parce qu'ils n'ont pas reçu de tels contrats, etc. etc. Parce que, comme tu le sais très bien, c'est pas en Afrique qu'on fabrique les armes. C'est pas les Africains qui fabriquent les armes. Donc ces armes qui arrivent au Congo, elles viennent de quelque part. Voilà. Nos amis en Guinée. Écoutez, nous sommes très attentifs à ce qui se passe dans votre beau et riche pays. Et nous avons tantôt admiré pour la musique, pour la participation aux compétitions de football d'un grand pays, d'un grand peuple. Nous souhaitons que vous retrouviez le chemin de l'unité et de la démocratie, et nous saluons vraiment le combat que vous êtes en train de mener pour l'instauration de ces valeurs dans votre pays. Et c'est des valeurs que nous partageons, la démocratie, l'unité nationale, le respect des droits humains et des libertés fondamentales. Nous menons le même combat ici.